Le temps fait également partie des facteurs de l'incertitude qui entourent l'exploitation des ressources naturelles. Il est essentiel, quand on considère un processus d'exploitation des ressources naturelles, pour le comprendre ou pour agir sur lui, de prendre en compte les temporalités multiples. Il y a par exemple celle de l'histoire nationale de chaque pays concerné. Il y a aussi celle de l'histoire des sociétés locales directement concernées par les projets. Deux types de cycles ont une importance particulière. Les cycles de chaque projet, qui ont un début, un milieu et une fin plus ou moins connue. Les cycles de prix, qui reflètent ceux de l'économie mondiale. Ils influencent les premiers. Par ailleurs, on constate que ces interactions entre grands cycles économiques mondiaux et cycles de chaque projet ont une influence sur l'évolution des relations entre les différents acteurs de l'arène de l'exploitation des ressources. Il faut pouvoir situer une exploitation donnée au sein de grands cycles macroéconomiques. Ceux-ci sont faits de périodes de croissance de l'économie mondiale, où les cours des matières premières sont élevés, du fait de la demande, et de périodes de crise ou de ralentissement, où les cours sont bas. Je rappelle ici les trois phases de l'histoire économique récente, qui est un fond de tableau utile à la compréhension. Entre les années 50 et les années 70, nous avons observé une période de haut cours des matières premières agricoles et minières, reflet de la demande des Trente Glorieuses des pays occidentaux. Ensuite, dans les années 80 et 90, la crise économique, le ralentissement de l'économie dans les pays occidentaux, lié au choc pétrolier, s'est traduit par une baisse des prix agricoles et miniers. Entre 2000 et 2014, il y a eu une période à nouveau de haut niveau de cours des matières premières, agricoles, minières et même cette fois-ci pétrolières, reflet de la forte demande exercée par le supercycle chinois. On appelle supercycle un moment de croissance longue d'une économie majeure. Au-delà des grands cycles macroéconomiques mondiaux, le prix de chaque ressource varie en fonction de facteurs qui leur sont propres. Par exemple, le prix de l'or, si important dans un grand nombre de pays d'Afrique, n'a presque pas baissé après la crise financière de 2008, alors que l'index des prix des matières premières, fortement influencé par le prix du pétrole, connaissait une baisse importante. Cela s'explique par la fonction de refuge attribuée à l'or. Il faut donc ajuster l'analyse en fonction de la situation de chaque ressource étudiée. D'autre part, il faut interpréter les situations observées par rapport au cycle de chaque projet. De nombreux projets démarrent dans des périodes de prix élevés, mais leur évolution n'est pas la même suivant qu'une baisse des prix intervienne ou non. Une chute des cours peut amener l'interruption prématurée d'un projet qui était plutôt vers la fin de son cycle, comme sur la flèche du milieu. Elle peut aussi placer un projet sous incertitude permanente, comme dans le cas mauritanien que nous avons évoqué. Dans tous les cas, il est important d'interpréter chaque situation en croisant le moment du cycle de projet et celui des grands cycles des prix des matières premières. Quand on considère un projet d'exploitation des ressources naturelles, pour l'analyser ou pour agir sur lui, il faut donc prendre en compte le moment du cycle du projet auquel on intervient. Il y a d'abord une décision de mener des études de faisabilité qui est prise par une entreprise en fonction de sa stratégie mondiale, de ses ressources par ailleurs, de ses réserves, de son estimation de l'évolution des prix. Entre aussi en ligne de compte la stratégie plus ou moins volontariste des États pour attirer les investissements. Puis, au moins dans le domaine extractif, il y a une phase qu'on appelle la phase d'exploration. L'entreprise obtient un permis et mène pendant plusieurs années cette exploration. Si l'exploration est positive et que les conditions sont favorables, en termes de prix notamment, le contrat d'exploitation est passé avec l'État. Il est suivi de la réalisation d'une étude d'impact sur l'environnement. Ensuite se déroule la phase dite de construction. C'est une phase qui peut durer 2-3 ans, suivant la taille des projets. C'est là que les impacts sont les plus importants, à la fois les impacts positifs, car c'est là où le pic de l'emploi est atteint, mais aussi les impacts environnementaux négatifs,
on assiste notamment à une augmentation des circulations, à la fois les véhicules, camions et voitures travaillant sur le chantier, mais aussi on assiste à l'arrivée de populations migrantes venant s'installer dans la région en question dans l'espoir de trouver un emploi. Puis commence la production. Au début de la production, il y a également une période sensible parce que l'emploi diminue alors que les attentes sociales sont particulièrement élevées. Le cycle de la production se déroule et à la fin de la période de production, plusieurs options sont possibles. Soit la mine est fermée, soit l'exploitation est prolongée parce qu'on trouve de nouvelles réserves, des gisements satellites par exemple, qui permettent de prolonger l'exploitation. Ensuite, cette exploitation s'arrête. Il est parfois possible que quelques années après, si les cours sont élevés ou si de nouvelles techniques d'extraction des minerais sont mises en place, eh bien, on assiste à un renouveau de l'exploitation. Je voudrais à présent attirer votre attention sur une hypothèse formulée par le chercheur du CIRAD Geert van Vliet sur l'évolution des relations entre les acteurs en fonction des moments du cycle. Cette hypothèse peut concerner aussi bien des projets miniers, pétroliers, que des projets agro-industriels ou des projets de barrage. Au début du cycle, les entreprises sont ouvertes au dialogue. Elles recherchent la licence sociale d'opérer. Leur disposition à accorder des compensations de leurs impacts du projet sont élevées. Les impacts environnementaux ne sont pas encore très élevés, le matériel est neuf, les technologies les plus modernes sont utilisées. Puis, petit à petit, les coûts d'exploitation augmentent, la matière la plus facile à exploiter a été exploitée et donc elle devient plus coûteuse à extraire. La rentabilité de l'exploitation diminue. Les entreprises deviennent moins conciliantes face aux demandes des populations riveraines. Enfin, on observe des rotations fréquentes d'opérateurs, des entreprises moins connues et qui accordent moins d'importance à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, obtiennent parfois les permis. Les entreprises donc se ferment progressivement à la négociation avec les acteurs issus du milieu hôte. La courbe représentant la capacité des populations locales à comprendre les impacts, à négocier et à formuler des demandes présente une disposition inverse. Leur capacité est basse en début de cycle. Imaginons que nous sommes dans une région où les populations sont pour la première fois confrontées à la présence d'une firme transnationale. Elles n'ont aucune expérience de ce type de situation, ne savent pas négocier. Mais elles apprennent petit à petit. Elles renforcent leurs capacités, notamment avec l'aide des ONG. Elles gagnent en capacité d'analyse des enjeux, d'identification des impacts, de formulation de demandes et de négociation. Le résultat, c'est que, en début de cycle, les marges de négociation sont inexploitées, au bénéfice des actionnaires des entreprises et parfois de la corruption, certaines entreprises pouvant être tentées d'acheter la paix sociale en distribuant des cadeaux aux chefs locaux. En fin de cycle, on observe une accumulation d'impacts non gérés, avec des populations locales plus revendicatives et des canaux de dialogue qui se sont progressivement fermés. On a donc des situations potentiellement conflictuelles dont la gestion incombe à l'État. Il est donc essentiel de pouvoir situer ces analyses par rapport à deux types de cycles. Les grands cycles des prix des matières premières et le cycle de chaque projet étudié. Le schéma sur l'évolution des relations entre acteurs le long d'un cycle de projet propose un modèle analytique qu'il convient bien sûr d'adapter et de questionner en fonction de chaque situation étudiée. Si vous intervenez demain dans ce type de situation, quel que soit l'acteur que vous représentez, l'État, des collectivités locales, des ONG ou une entreprise, le maintien ou la création d'un canal de communication entre les acteurs constitue un enjeu absolument essentiel.